court et effectivement beaucoup de choses ont été dites ce matin. Donc cela me permet effectivement d'aller droit au but en vous évoquant un certain nombre de sujets que notre président m'incite à évoquer rapidement, votre présidence m'incite à évoquer rapidement avec vous, mais avant évidemment de commencer mon propos pour parler de ce nouveau paradigme, la remise en cause d'un certain nombre d'éléments, me semble-t-il, du passé, je vais essayer de l'expliquer et de l'étayer. Permettez-moi quand même de revenir sur ce qui a été dit en filigrane par rapport à la position française. Évidemment, aucun d'entre nous, en tout cas je parle pour moi, nous pouvons expliquer la position de notre actuel président, mais je rappelle quand même que la temporalité a son importance et que le sentiment qui était celui qui prédominait au moment où, en 2007, la France a soutenu le soutien fort, massif, le premier, ayant permis une résolution onusienne en faveur de l'autonomie comme une forme d'autodétermination, n'est évidemment pas loin d'être ce que partagent beaucoup de ressortissants français. Ce n'est pas parce que notre président de la République, il y a encore quelques heures, à Libreville, a évoqué une forme de, comment dire, focalisation, un caractère un petit peu obnubilant de sa pensée, obnubilé de sa pensée par rapport à la question de l'amitié ou de la coopération entre la France et le Maroc, qu'il ne faut pas désespérer, car après tout, beaucoup d'entre nous aspirons à la même chose, au respect de l'intangibilité des frontières, au respect de la souveraineté nationale, et bien évidemment, puisque nous en sommes à penser que la souveraineté des États et l'intégrité territoriale comptent, encore une fois, je pense que c'est un élément qui reviendra dans le débat d'idées, parce que beaucoup le pensent comme tel en France. Voilà mon propos liminaire pour évoquer le fait que ce matin a été évoquée l'importance des communautés économiques régionales. Je crois que c'est Brahim Benjeloul Twimi qui l'a évoqué, les 8 CER. Et pourtant, en ce qui concerne la sécurité, force est de constater que malgré cette création sub-régionale qui sous-tend la position et l'insuffisante, malgré tout, offre sécuritaire panafricaine, il se trouve qu'aucune de ces CER, aucune de ces forces africaines en attente, n'a permis d'anticiper, ni même de trouver une réponse nécessaire à la lutte contre le terrorisme. Ce fut le cas au Sahel en 2012, ou évidemment à la crise centrafricaine. Donc la première chose qu'il faudrait sans doute avoir à l'esprit, que le nouveau paradigme incite sans doute à revoir le périmètre d'action en termes d'offres sécuritaires. Les communautés économiques régionales, comme son nom l'indique, sont des communautés qui visent à l'intégration économique. Est-ce que cette intégration économique sous-tend une intégration sécuritaire? Force est de constater que les adversaires auxquels nous faisons face, les groupes armés terroristes, les groupes singulièrement d'inspiration djihadiste, les organisations narcotrafiquantes ou celles qui utilisent la criminalisation de la migration, se jouent totalement de ces frontières un peu factices, de ces frontières administratives. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faille élargir la CEDEAO en l'intégrant à des pays qui n'en sont pas membres. Je crois que ça sous-tend, est-ce que ça légitime la demande du royaume, de votre royaume, de l'intégrer depuis mai 2017. Tout comme on pourrait évidemment penser que la question de la lutte contre le terrorisme ne peut pas se limiter à des organisations qui n'intègrent pas tous les acteurs qui devraient participer à cette lutte contre ces dites organisations criminelles. Prenons l'exemple de ce qui se passe au Sahel. Aucune organisation ne regroupe l'ensemble des acteurs, puisque l'Algérie ne fait pas partie de la CENSAD, puisque le Tchad ne fait pas partie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, puisque le Maroc n'est pas membre de la CEDEAO. Donc il faut évidemment avoir à l'esprit que les organisations institutionnelles ou la manière dont on pense la sécurité de manière administrative ne correspond pas tout à fait à la réalité. D'autant plus que le paradigme nouveau fait que les cartes sont rabattues et que les acteurs traditionnels, producteurs de sécurité, les pays du Nord, la France en particulier, mais également les pays européens, sont en train de revisiter leurs dispositifs, avec une logique où, à côté de la lutte contre les groupes armés, quels qu'ils soient, d'inspiration djihadiste ou d'inspiration irrédentiste,
sont désormais en concurrence avec une nouvelle réalité, celle de l'apparition des conflits de haute intensité sur lesquels évidemment le continent africain devra réfléchir, car il se peut demain qu'ils doivent se préparer à ce type de conflit. Je vous rappelle que ce fut l'exemple même de la légitimisation de l'exercice Africa Lion en juin dernier. Donc des cartes qui sont rabattues avec des acteurs qui restent des acteurs asymétriques qu'il faut bien combattre autant que nous l'avons fait jusqu'à présent, mais avec une nouvelle configuration où les troupes françaises sont en train de quitter un certain nombre de leurs positions, les troupes européennes les suivent, ou plutôt ne les suivent plus dans leur capacité de coopération, et où de nouveaux acteurs rentrent en ligne de compte. Prenons l'exemple, par exemple, des États-Unis qui deviennent de plus en plus présents dans la région. Par rapport à ce nouveau paradigme, je voudrais tracer trois rapides évocations en évoquant la manière dont le Maroc pourrait bénéficier de cette nouvelle configuration. La première configuration, vous me laissez encore combien de temps? 3 minutes? 4 minutes? La première configuration consiste à dire que, alors que nous sommes en train de penser la sécurité de manière continentale, il faudrait la repenser de manière régionale, comme je le disais, en élargissant le spectre, en faisant en sorte que des acteurs qui ne sont pas encore suffisamment présents comme acteurs de sécurité le soient. Le Maroc en est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment le fait que le continent africain a besoin à la fois de se penser de manière globale, diplomatiquement, dans une forme de non-alignement ou d'équidistance stratégique, en se positionnant évidemment avec l'impact que le conflit ukrainien a produit sur le continent africain, et donc de facto doivent réévaluer son aspiration ou cette nouvelle tendance à une nouvelle forme de souveraineté ou une perception de son insuffisante participation au système international. Donc, évidemment, penser le continent africain aussi avec des coopérations qui ne soient pas seulement en direction du Nord, mais qui seront peut-être en direction de nouveaux acteurs. Les accords d'Abraham montrent qu'il peut y avoir, au-delà d'une verticalité stratégique, une horizontalité stratégique qui amène de nouveaux acteurs à être des partenaires fiables et concrets. Mon troisième positionnement est évidemment le fait que la manière dont nous devons penser notre relation au continent africain, quand je dis nous, c'est évidemment nous en Européens, c'est évidemment en partant du principe que rien n'est écrit et que nous sommes rentrés dans un jeu de compétition très ouverte. Je paraphraserai le président de la République, ça m'arrive très rarement, en évoquant le fait qu'il faille tenir compte du fait qu'évidemment nous ne sommes pas les seuls et que cette offre sécuritaire est de plus en plus concurrentielle. Elle est d'autant plus concurrentielle que nous aurons besoin du continent africain, et je veux terminer mon propos en inversant la perspective, en évoquant non pas la manière dont le continent africain est utile au continent européen, mais plutôt la manière dont nous aurons besoin du continent africain si l'on prend le fait démographique, qui est une réalité. 450 millions d'habitants en Europe aujourd'hui, pas plus de 650 millions à la fin du siècle. On l'a évoqué avec les chiffres qui ont été mentionnés, les 4,4 milliards d'habitants font que l'Afrique comptera davantage que le continent européen. Je passe au silence évidemment toute la dimension des richesses, notamment les richesses minières en l'occurrence, et évidemment l'importance des minières encore utiles à notre économie carbonée. Dernier point, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, le fait que jusqu'à présent, on avait vocation à penser la question sécuritaire de manière exclusive. Par exemple, sur la question du Mali, il ne pouvait y avoir que l'Algérie en tant que parrain des accords d'Alger, et donc de facto minorant le rôle que d'autres pays pouvaient jouer. Et je crois qu'on est rentré dans une logique où désormais la concurrence va se faire de manière beaucoup plus continentale, avec un certain nombre de pays qui aspirent aussi à devenir des acteurs sécuritaires. La raison en est simple, c'est que s'il y a une arsénalisation, une prétorialisation sur le continent africain, il faut évidemment faire en sorte que cela soit fait de manière très équilibrée. Donc vous aurez compris mon propos, le fait qu'un certain nombre de pays dans le voisinage sont en train de s'armer, légitime, justifie le fait que le Maroc faille de même, non pas pour rentrer dans une conflictualité, mais pour éviter de rentrer dans cette conflictualité en créant une synergie ou un périmètre d'équilibre sur le plan sécuritaire et notamment sur le plan de l'armement.